Ok, donc on se connaît déjà pour certains d'entre vous qui avaient suivi mon cours sur gouvernance et action publique il y a un mois. Donc l'UFR m'a demandé d'animer un séminaire de méthode sur les méthodes de recherche en sciences sociales, en disant qu'effectivement, proposant que ce séminaire soit ouvert à la fois pour les étudiants de l'UFR, à la fois en master et en doctorat, et puis éventuellement ouvert aussi à des étudiants qui seraient intéressés d'autres UFR. Alors du coup, vous êtes un public a priori varié. Vous allez me dire un peu qui vous êtes pour que je puisse essayer de situer ou d'adapter. Et puis, évidemment, comme c'est la première fois que je fais ici ce séminaire, je ne sais pas bien encore qu'est-ce que vous avez déjà vu, qu'est-ce que vous n'avez pas vu. Et en particulier, selon que vous êtes en M1 ou en doctorat, en Sciences Po ou en sociaux, c'est sûrement pas la même chose. Donc on va essayer de jouer entre tout ça. Donc, moi je suis... j'ai des présentations après ça. Pour situer justement, combien d'entre vous sont étudiants ici à l'UFR, dans le département de sciences politiques? 2, 4. D'accord. Et parmi vous, combien sont en master? Ok. Combien sont en doctorat? 4. Ok. Combien sont en sociaux? Vous êtes en sociaux. Ok. Est-ce qu'il y en a qui sont en droit? D'accord. Ok. En géo? D'accord. Ok, donc ça fait bien diversifié. Donc, ce qu'on va essayer de faire pendant tout ce séminaire-là, c'est de reprendre un peu les différentes étapes, à la fois les démarches d'enquête et de recherche en sciences sociales, avec un accent sur le terrain et l'enquête de terrain, et puis à la fois de poser ou de reposer, j'espère, quelques principes, mais surtout d'essayer d'être pratique. Comment est-ce qu'on fait? De vous donner des outils ou des repères pratiques. J'espère que la poussière d'aujourd'hui ne me fera pas trop racler la gorge. Voilà. Donc, vous avez le programme. Donc, aujourd'hui, on va essayer de discuter sur d'abord un peu les fondements. Les fondements des recherches, c'est quoi faire de la recherche en sciences sociales, avec la question entre autres du rapport entre la théorie et le terrain, l'importance du terrain et l'importance d'avoir des démarches, des outils, des méthodes pour pouvoir faire ces enquêtes. Et puis on passera en revue après ça. Donc demain, il y aura demain une séance de présentation de travaux, où c'est vous qui présenterez en 4-5 minutes vos sujets de recherche, et puis il va y avoir une discussion, quelques allers-retours. Et puis ensuite, on prendra une par une un petit peu les différentes étapes. La question de la problématique, ça c'est souvent quelque chose d'assez difficile. C'est quoi une problématique? Comment ça se construit? Donc on aura une séance entière là-dessus. Et puis ensuite, la question des lectures, de l'usage de la biblio, des démarches d'enquête qualitative, etc., pour essayer de passer en revue l'ensemble des étapes. Alors bien sûr, quand on passe 2 heures sur la question de la problématique, une demi-journée, ou sur la question des démarches qualitatives, c'est très peu. Donc, si vous avez déjà eu des cours de méthode et si vous avez déjà une pratique, ça vous paraîtra sans doute des banalités. J'espère qu'il y aura quand même quelques trucs pratiques. Si vous n'avez pas eu de cours de méthodo, du coup, ça posera les premiers jalons. Mais évidemment, en sociaux, vous avez dû avoir des cours de méthode depuis la L1, tous les ans, un peu plus approfondis. Donc, c'est clair que c'est pas en 2 heures qu'on peut vraiment faire le tour de la question. J'oubliais dans mes petites questions, combien d'entre vous ont déjà eu justement des cours de méthode de recherche en sciences sociales?
Oui. Ah, donc presque tout le monde. D'accord. Ok. Bon, bah alors, du coup, n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des choses qui vous paraissent vraiment des redites. Hein. Et puis, avant que je démarre, on va faire un petit tour de table aussi sur vos attentes, du coup, hein, par rapport à ce séminaire. Est-ce qu'il y a des questions particulières qui vous intéressent, des questions particulières, des problèmes particuliers auxquels vous vous confrontez, que je pourrais essayer d'intégrer dans le déroulé des séances suivantes? Ok. Donc, ouais. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport à ce séminaire, hein, et quelles sont-elles? Je peux faire un petit tour de table là-dessus. Alors, ça ne sera sûrement pas du tout effectivement les mêmes en doctorat qu'en master. Pour les sociologues qui ont déjà certainement eu beaucoup de formation, voire d'expérience là-dessus, qu'en Sciences Po. Mais voilà, si vous pouvez me dire un petit peu vos attentes par rapport à ce séminaire, ça m'aidera, je pense, à la fois à caler un petit peu le niveau, jusqu'où je vais, qu'est-ce qui est acquis, et puis est-ce que je peux essayer de travailler des exemples autour de vos questions. Donc, qui se lance? Je vais me lancer. Oui. Moi, je suis un doctorant en sociologie. Et par rapport à ce séminaire, moi, mes attentes se situent plus au niveau du quali, surtout de l'analyse des données qualitatives. Parce qu'à ce niveau-là, j'ai déjà fait des recherches pour voir, par exemple, quand on parle d'échantillonnage en quali, est-ce que c'est pertinent ou pas? Comment on analyse? Parce que hier seulement, j'étais en train de demander aux étudiants du Master 2 et avant aux étudiants de L3 en sociologie, je leur demandais, mais si vous faites des entretiens, transcrivez vos entretiens, comment vous faites après? Qu'est-ce que vous faites après? Donc, je vous dis qu'il n'y a pas eu de réponse, donc ça montre qu'à ce niveau-là, il y a des renseignements. Bon, en sociologie, peut-être je me dis qu'on est les vieux outils en méthodologie. Mais à ce niveau, c'est tout ce qui s'agit du quali. Je vais bien aimé avoir plus de décisions, une vision neutre sur ça. Ok. Bon, personne ne peut continuer. Par exemple, logiciel de traitement des données quali. Ouais. J'ai vu un niveau dans le programme, c'est dans la deuxième partie. Je ne sais pas si vous allez faire ça ou pas. Donc vous aurez bien voulu savoir, est-ce qu'il y a d'autres logiciels quali qui ont fait de preuves par rapport à l'analyse quali? Parce que à ce niveau-là, quand même, donc, il y a beaucoup de limites. Ouais. Ça s'est prévu effectivement avec le professeur Pendaba, avec qui on a organisé ce séminaire, de faire une introduction NVivo. NVivo, c'est un logiciel d'analyse qualitative. C'est pas de l'analyse de contenu. Vous avez des logiciels d'analyse de contenu qui vont faire des recherches dans les textes que vous leur donnez, ils vont dire il y a tant d'occurrences de tel mot, il y a tel pourcentage de telle expression, etc. Donc l'analyse de contenu, c'est vraiment prendre les mots, les notions et voir leur importance, quoi. NVivo, c'est pas ça. NVivo, c'est l'outil technique permettant de faire ce que vous demandiez tout à l'heure. Là, qu'est-ce qu'on fait avec les entretiens, entre autres. Donc c'est une façon de pouvoir coder. Si vous lisez des entretiens, j'anticipe un petit peu sur la séance, quand vous avez transcrit, eh bien, il y a des choses qui sont intéressantes et qui vous concernent, il y en a qui ne vous concernent pas, moins. Il y a des parties qui vont vous parler vraiment de tel sujet. Donc ce qui est important, voilà, pour pouvoir dépouiller, c'est de prendre dans les différents entretiens ce qui correspond à telle question ou à telle autre. Et pouvoir passer d'une somme d'entretiens avec Monsieur X ou Madame Y qui va parler de sujets différents, à un corpus, qu'on appelle un corpus, c'est-à-dire tout ce que vous avez sur telle question. Tout ce que vous avez sur, je vais dire n'importe quoi, tout ce que vous avez sur les rapports entre les agents de santé et les patients dans un centre de santé.
tout ce que vous avez sur les relations entre le Fonds mondial contre le sida et le ministère de la Santé. Vous voyez, si vous êtes sur ces sujets de santé. Donc vous allez prendre dans différents entretiens ou différentes autres sources, dans de la biblio, dans des articles de presse, etc., vous avez des éléments qui sont un peu dispersés. Et donc vous allez les récupérer pour les mettre ensemble, pour dire voilà tout ce que j'ai sur cette question-là. Alors si vous le faites manuellement, vous allez mettre du stabilo de couleur, vous allez mettre des codes, vous allez mettre différentes façons. Là, le NVivo, ça vous permet de faire ça de façon informatique. Et donc vous allez coder, dire ah, ce paragraphe-là, ça touche à tel sujet. Ce paragraphe-là, ça touche à tel sujet. Et ensuite, automatiquement, il va vous dire voilà, sur tel sujet, tout ce que vous avez. Il y a monsieur X tel jour qui vous a dit ça, il y a madame Y à tel endroit qui vous a dit ça, il y a le rapport, le rapport officiel de telle date qui a dit ça, et vous pouvez avoir sous la main tout ce qui vous concerne, tout ce qui concerne votre sujet. Et puis vous pouvez aussi traiter, quand vous avez des enquêtes, vous pouvez aussi dire qu'est-ce que disent sur le sujet les femmes rurales que j'ai enquêtées. Donc parce que chaque entretien, vous allez pouvoir le caractériser et dire c'est un homme, c'est une femme, c'était à Saint-Louis, c'était à Dakar, c'était à Touba, ou c'était au fin fond d'un village du fin fond du département de Podor, elle avait il ou elle avait tel âge. Vous pouvez caractériser, et du coup, il va vous trier automatiquement et vous dire voilà, les femmes rurales d'entre 40 et 60 ans, voilà ce qu'elles disent. Voilà, c'est ça ce que permet de faire NVivo. Alors NVivo, c'est un logiciel qui est hyper pratique et qui est un peu compliqué. Donc, en une séance, voilà, on va essayer de vous donner des outils sur comment on analyse, justement, comment on traite ces données, et vous montrer à quoi ressemble NVivo, quoi. On ne pourra pas aller plus loin parce que il faut vraiment 2-3 jours de formation pour maîtriser NVivo, quoi. Mais en tout cas, pour vous montrer à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça fait, un peu comment on l'utilise, pour vous permettre, si vous avez accès à ce logiciel-là, ensuite d'expérimenter, de mieux comprendre des didacticiels que vous allez pouvoir trouver sur Internet, enfin, voilà, de faire le premier débroussaillage et les premiers pas. Donc, moi, c'est par rapport à la méthode de comparaison des échelles, n'est-ce pas, par rapport à la recherche, n'est-ce pas. Prenons par exemple la sous-région ouest africaine, par tous les États, 3 États. La méthode d'approche par rapport à l'analyse, surtout dans le cadre de la gouvernance des échelles locales, régionales, nationales et sous-régionales. Et à ce niveau, souvent il y a je peux dire, des complications par rapport à la santé. Ouais. C'est vrai que ça, la question de la comparaison, c'était pas a priori directement dans le programme. Je vais voir où est-ce que je peux, où est-ce qu'on peut parler de ça. Okay. C'est vrai que c'est une question importante. Oui. Bonjour. Moi, c'est Gabriela de En fait, moi, mes inquiétudes se trouvent surtout par rapport à l'étude de cas, à la comparaison. Dans quelle mesure pourrait-on parler d'une pertinence de l'étude des cas, dans la mesure où cette étude pourrait nous conduire à une généralisation abusive? Voilà, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Ok, c'est effectivement très important aussi. Les autres, vous n'avez pas de demande ou d'attente particulière? Non? Bon, ça viendra peut-être au fur et à mesure. Ok. Donc,
Ce que je pensais faire avec vous ce matin, c'était donc poser un peu les bases et donc revenir un petit peu sur la question des recherches en sciences sociales et la place de l'enquête dans les recherches en sciences sociales. Alors, revenir un petit peu sur mon parcours et donc le type de travaux que j'ai menés, c'est en introduction. Revenir un peu sur les fondements de l'enquête en sciences sociales et de l'enquête de terrain dans les recherches en sciences sociales. Revenir un petit peu, et je pense que ça sera assez... vous me direz si c'est utile ou pas, sur les différences entre qualitatif et quantitatif. Pas tant en termes de différence de méthode, parce que je pense que ça vous connaissez tous évidemment, mais sur la question de la démonstration aussi. Comment est-ce que ça relève de façon différente de penser, penser la façon de restituer les réalités sociales et la façon de penser aussi la démonstration. Ça touche un petit peu à la question de l'étude de cas. Est-ce qu'on rend mieux compte des réalités en faisant une enquête large statistique ou en faisant une enquête ciblée dans un endroit précis, en le travaillant de façon beaucoup plus approfondie, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les relations entre acteurs, etc., mais avec la difficulté de généralisation. Donc c'est peut-être là, après la pause, que je peux essayer de parler un peu plus de la comparaison. Et puis, de revenir de discuter un certain nombre de biais dans les recherches en sciences sociales, parce qu'il y en a beaucoup. C'est pas facile de faire de la bonne recherche en sciences sociales, et il faut avoir conscience des exigences méthodologiques, mais également des pièges, des biais, des principaux, en tout cas, pour essayer d'y être vigilant, de les maîtriser, de s'en protéger. Et on verra, je vous ai construit un schéma que je fais photocopier pour que vous l'ayez, où on passera en revue progressivement, finalement, au cours du séminaire, les différentes étapes. Alors, le postulat de base, effectivement, c'est que l'enquête de terrain, c'est un incontournable dans la recherche en sciences sociales. Donc, je dis en sciences sociales de façon générale, celle qui cherche à rendre compte des dynamiques sociales. Donc, c'est sociologie, anthropologie, géographie humaine. Si vous êtes en géographie physique sur les sols, la morphologie, évidemment, c'est pas la même chose. Sociologie politique, sciences politiques. Pour moi, c'est le même ensemble de sciences sociales. Les différentes disciplines n'ont pas le même rapport à l'enquête et au terrain. Ne posent pas la même façon de rapport entre la théorie et l'enquête. Mais toutes ces disciplines-là relèvent des sciences sociales et donc ont besoin d'enquête de terrain. Et en particulier, oui, moi je vous parle, vous précisez juste après, je suis socio-anthropologue, donc je suis un fervent partisan des méthodes qualitatives approfondies. Ça ne veut pas dire que je mets complètement de côté le quantitatif. Les deux ont leur utilité en fonction des questions qu'on se pose. Mais voilà, je suis particulièrement sensible aux enquêtes approfondies. Mais effectivement, vous savez que selon les disciplines et selon les champs de recherche, les traditions au sein des différentes disciplines, le rapport au terrain n'est pas le même. Et l'exigence en matière de profondeur de l'enquête n'est pas le même. L'exigence n'est pas la même non plus selon le niveau. Évidemment, vous êtes en Master 2 ou vous êtes en thèse, c'est pas la même chose parce que en Master 2, finalement, c'est une première expérience de recherche. Donc, il s'agit de montrer que vous maîtrisez les bases et que vous êtes capable, sur un temps limité, de mettre en place une petite recherche. En thèse, ce qu'on vous demande, c'est de montrer que vous maîtrisez ça et que vous êtes capable de mener de A à Z une vraie recherche. Donc, les outils et les démarches sont les mêmes. Par contre, effectivement, dans le premier cas, vous êtes un peu en exercice et en tour de chauffe, quoi, en entraînement. En thèse, vous êtes censé mener de A à Z une recherche complète, originale, d'un bout à l'autre. Donc il y a des différences effectivement en fonction du niveau auquel vous vous situez, et puis il y a des différences, je disais, en termes de discipline. Je ne sais pas quelle
est-ce que pour vous, il y a une différence dans les démarches de recherche entre sciences politiques et sociologie ou socio-anthropologie? C'est que ici, au niveau de la formation, il y a des différences. Hein? Pas au niveau de. Je ne sais pas trop des travaux des étudiants en sciences politiques. C'est que je pense qu'il y a des différences. Merci beaucoup. Je pense que lorsque nous nous référons sur certaines méthodologies, par exemple, Kim et Campenau, manuel de recherche en sciences sociales, donc il établit 7 étapes de recherche en sciences sociales. Je pense que peut-être il y a certaines spécificités qui sont propres à certaines disciplines, mais dans l'ensemble, je ne pense pas qu'il y a une différence. Moi, je pense qu'il y a une différence pour nous, les juristes, parce que nous avons par exemple des règles positives qui sont déterminées à l'avance et qui peuvent ne pas forcément coïncider avec les réalités socio-culturelles. Et là, vous êtes bien placé pour le savoir, on pénalise souvent même à la sociologie juridique, c'est pour tenir compte de certaines réalités, peut-être que le droit rigide n'intègre pas. Et en fonction de cela, on ne peut pas dire que le droit rigide, la méthodologie du droit rigide n'est pas réaliste, mais c'est fait comme tel, parce que c'est prédéterminé à l'avance. Et maintenant, à confronter avec la réalité qui peut enrichir peut-être la dynamique, n'est-ce pas, du droit positif. Donc, à ce niveau, il peut y avoir des différences. Il faut tenir compte de la formulation. Bonjour, moi je m'appelle Patrick Gabriel Sagna, étudiant en master de sciences politiques. Bon, moi, fondamentalement, je pense que la différence se situe surtout au niveau de l'objet d'étude surtout. Mais en ce qui concerne la méthode, la science politique emprunte à la sociologie de façon générale, la méthode de travail. Donc, ce sont des sciences sociales. La différence ne peut se situer, à mon avis, que sur l'objet. Mais pour moi, les démarches et les méthodes restent les mêmes. Oui, effectivement, vous aurez remarqué tout à fait, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, quand j'ai parlé des disciplines, j'ai soigneusement mis le droit à l'écart. Parce qu'effectivement, le droit, je pense que ça se pose un petit peu différemment, au sens où il y a cette dimension normative, comme vous disiez. Hein, et effectivement, il y a une différence très forte entre les disciplines normatives, celles qui disent comment il faudrait que les choses soient, hein, et les disciplines empiriques qui cherchent à décrire et comprendre le réel. Et en même temps, il y a des différences, mais il n'y a pas des coupures disciplinaires complètes. Vous l'avez bien dit. Hein. Dans le droit, il y a les juristes qui s'intéressent à la doctrine. Et pour le travail de recherche en droit, c'est travailler la doctrine, la jurisprudence, etc. Donc on est sur les textes ou les décisions juridiques entre elles. Le rapport à qu'est-ce que font les gens, c'est pas le problème. Donc là, effectivement, la question de l'enquête de terrain se pose pas. L'enquête en droit, dans cette façon de prendre le droit, hein, c'est vraiment les recherches des textes, des rapports entre eux, quoi. Vous avez certains travaux de sciences politiques qui sont aussi normatifs. On dit comment améliorer la gouvernance ou comment promouvoir une démocratie responsable. Là, eh bien qu'on est sur comment changer, vers quoi est-ce qu'il faudrait aller, comment changer le monde. Vous voulez, donc là, c'est normatif. Donc on peut le faire à partir d'une compréhension de ce qui se passe aujourd'hui, mais en tout cas, il y a une dimension normative. On va dire, voilà ce qui devrait être, voilà ce qu'il faudrait faire. Et là, du coup, effectivement, forcément, dans cette dimension-là, on n'est plus dans l'enquête de terrain, on n'est plus dans le souci de compréhension du monde social tel qu'il est. Et par contre, effectivement,
Donc l'anthropologie, elle se veut complètement non normative. Puisque en disant on essaie de comprendre les sociétés humaines dans toute leur diversité et dans le monde entier, hein, il est clair que rien qu'avec ça, on sait que beaucoup justement de façons de penser la société sont liées à une histoire, à un lieu particulier. Donc on ne va pas dire la norme c'est le mariage monogame. On sait que ça c'est vrai dans certaines sociétés, c'est pas dans d'autres. On ne va pas dire c'est les sociétés à État parce que c'est vrai, il y a une telle diversité que forcément on est à essayer de comprendre cette diversité à toutes les échelles et on n'est vraiment pas dans une posture normative à essayer de dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut garder ou qu'est-ce qu'il faut changer. Après ça, évidemment, le chercheur anthropologue, en tant que citoyen, il a ses avis, il a des opinions politiques, il a des préférences, mais pendant sa recherche, le boulot, c'est de décrire la réalité au plus proche, c'est pas de porter des jugements de valeur. Donc vous voyez, vous avez des gradients en fait entre la dimension plutôt, la volonté de décrire le monde tel qu'il est, et le fait de porter des jugements dessus, ou d'avoir une vision, une visée normative. Et ça, effectivement, ça traverse en partie les disciplines. Ça ne les traverse pas de la même façon, parce que vous avez des juristes, vous l'avez dit, vous avez des juristes qui s'intéressent aux pratiques, et à la façon, aux normes sociales qui gouvernent les pratiques, et qui s'intéressent, oui, pour qui le droit, c'est l'ensemble des normes. Donc on va parler de droit local, de droit coutumier, de rapport entre le droit de l'État, le droit positif et le droit. Et vous avez d'autres juristes qui vont dire ah non, 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 le mot droit c'est seulement pour le droit de l'État, on ne peut surtout pas parler de droit pour ce qui concerne les normes, les autres types de normes. Donc vous avez des débats à l'intérieur même des disciplines sur les différentes façons de voir. Également en sciences politiques, vous avez des chercheurs qui ont une pratique de terrain. Il y a effectivement des objets un petit peu différents, mais il y a aussi des socio-anthropologues qui travaillent sur les politiques publiques. J'en suis un exemple. Et vous avez des politistes qui ont une pratique de terrain qualitative approfondie de type socio-anthropologique. C'est-à-dire qui, sur leurs questions, vont mettre en œuvre des démarches de recherche qui demandent un investissement long sur le terrain, une connaissance fine des gens, des groupes sociaux, et d'autres qui vont faire des enquêtes plus rapides. Mais vous avez aussi des socio-anthropologues qui, sur le principe, vont dire on ne peut pas faire de bonnes recherches sans un investissement personnel long sur le terrain suffisant, et qui en fait, pour X raisons, font aussi des enquêtes courtes et donc ne sont pas complètement en phase avec ce qui est normalement les exigences méthodologiques de leur discipline. Donc, moi, je donne un exemple. Quand nous prenons l'environnement, dans le cadre du droit, parce que l'environnement, c'est pluridisciplinaire ou bien interdisciplinaire, je pense qu'à ce niveau, il est surtout que c'est un droit émergent par rapport aux autres disciplines, beaucoup plus ancré sur les pratiques, parce que là, la société et la communauté vit dans l'environnement et les pratiques ont précédé l'émergence dans le cadre la protection, la gestion et autres. Donc, à ce niveau, nous remarquons quand même que la sociologie, l'anthropologie est essentielle pourtant que les normes. La confronter par exemple au gouvernement en pratique avec les pratiques de gouvernance aussi, ça pose de nouvelles questions. Que peut-être le droit n'a pas toujours de réponse, et que les réponses se trouvent peut-être au niveau de la géographie, peut-être au niveau du climat, voilà, au niveau même de la culture, de la communauté. Et là, vous êtes sur la question d'interdisciplinarité, donc de lien entre les différentes disciplines, des emprunts que l'on peut faire aux autres pour enrichir sa propre démarche. Alors, du coup, je vais vous parler
des canons ou des outils de démarche en sens social à partir d'une perspective socio-anthropologique. Hein. Et donc, voilà, vous verrez en fonction de vos disciplines dans quelle mesure c'est pertinent ou jusqu'où aller en fonction de vos exigences. Alors, donc, moi j'ai un parcours pas très linéaire, je suis un petit peu indiscipliné en fait en termes de discipline, parce qu'en fait originellement je suis agroéconomiste et j'ai commencé à travailler dans la vallée du Sénégal en tant qu'agroéconomiste, en commençant à m'intéresser au sens social et l'anthropologie. Et donc premier champ de recherche a été autour des questions, des rapports entre irrigation et migration dans les stratégies paysannes des paysans Soninké et Alpulaar de la vallée. Et donc, à cette période-là, mes champs de questionnement, c'était l'économie de la production irriguée, c'était l'économie des ménages, d'exploitation agricole, et les stratégies économiques, avec une façon qui n'était pas uniquement de dire l'économie des ménages, l'économie agricole, mais de se dire, dans ces régions-là où l'immigration internationale est très très forte, eh bien, l'économie domestique, elle repose aussi sur l'argent de la migration. Et du coup, il faut voir comment, est-ce qu'il y a des influences réciproques entre les deux. Dans le même temps, je m'intéressais au projet de développement mis en place par les associations de migrants du fleuve Sénégal résidant en France. Et du coup, là, les questions, c'était quels sont ces projets, qu'est-ce qu'ils font, quelle vision du développement, qu'est-ce que les gens mettent derrière le mot développement. Pourquoi certaines associations s'appelaient Association pour le développement du village de Ngidjilon ou d'Oulmajidembe et d'autres l'association des ressortissants de tel village? Est-ce que ça avait une signification sociologique? Est-ce que ces investissements visaient à diminuer la dépendance à l'immigration ou à l'aménager? Qu'est-ce que ça signifiait? Et puis, quels étaient les rapports avec le village et ce qui se passait au village? C'était à l'époque aussi de tous les débats sur le exogène versus endogène. Et les associations de migrants, elles étaient ni complètement endogènes, parce que quand on est en France depuis 30 ans, on est distancié du village, ni complètement exogènes, parce qu'évidemment, c'est des gens originaires du village qui ont des parents, de la famille, etc. Donc c'était de comprendre ça. Et là, c'était beaucoup d'observations participantes en France et au village, des entretiens informels, une typologie des projets, etc., pour essayer de répondre à ces questions. Et après ça, je me suis plutôt centré sur les questions de l'aide et des projets de développement. Et j'avais fait au Niger une enquête sur les perceptions de l'aide par les acteurs nigériens. Entretien approfondi. Là, on était sur des entretiens approfondis à passage unique, avec une cinquantaine de cadres impliqués dans l'aide d'une façon ou d'une autre, et ça allait des secrétaires généraux de ministères à des salariés de projet ou de salariés d'ONG, en passant par des consultants. On va essayer de voir quelles représentations ils avaient de l'aide, de l'État, des rapports entre l'aide et l'État, des stratégies des acteurs par rapport à l'aide. Donc là, c'était une enquête plus socio, si vous voulez, en termes de méthode. Il y avait pas, je m'appuyais sur la connaissance que j'avais de ce monde-là, mais c'était des entretiens uniques, approfondis. Une recherche dont je vous reparlerai en termes sur la question des problématiques. J'ai fait aussi toujours au Niger une recherche sur le projet d'appui à la société civile de l'Union européenne. Je ne sais plus comment ça s'appelle ici au Sénégal. L'Union européenne avait fait toute une série de projets d'appui à la société civile dans le cadre des accords de Cotonou. Et là, il s'agissait de comprendre comment l'Union européenne avait formulé ce projet, pourquoi il ressemblait à ce qu'il ressemble, pourquoi les choix n'avaient pas été autres, et donc d'ouvrir un peu la boîte noire de la conception des projets. Donc, quelles étaient les visions de la société civile et des enjeux, quelles étaient les négociations avec l'État sur ce thème un peu sensible, qu'est-ce qu'avaient proposé les experts, qui ils étaient, qu'est-ce que l'Union européenne avait pris ou pas pris des propositions des experts. C'est vraiment de suivre par le menu comment est-ce que des accords de Cotonou, vous avez entendu parler des accords de Cotonou entre l'Union européenne et les pays ACP, qui disent nous voulons travailler à promouvoir une société civile forte, capable d'être en dialogue politique avec les États et avec l'Union européenne elle-même. Comment ces quelques lignes dans des grands accords très macro
s'était traduit quelques années après dans un projet particulier. Et là, c'était étalé sur 2 ans, des entretiens formels, avec des gens qui sont partie prenante de ce projet que je rencontrais à différentes occasions, la littérature grise évidemment, de l'observation de certains ateliers ou de certains séminaires. Donc c'était voilà, un peu ça les bases de méthode. Puis j'ai aussi longuement travaillé sur la production des politiques foncières au Bénin. Donc la façon dont les politiques foncières sont négociées, contestées, arbitrées. Et là, c'est 15 ans par mission successive, mais d'une observation dans la durée de processus compliqués avec des rebondissements, des hauts, des bas, des luttes entre acteurs assez féroces. Je vous en avais raconté un petit peu lors du cours Gouvernance et Action publique. Et c'est des enquêtes qui étaient beaucoup à Cotonou, mais qui étaient aussi à Paris, à Washington, dans les bailleurs de fonds, au séminaire, à la conférence annuelle de la Banque mondiale sur le foncier où se rencontrent beaucoup de gens, dont des acteurs internationaux ou nationaux impliqués dans ces recherches. C'était aussi des enquêtes sur le terrain à Dassa, au centre du pays, pour avoir un ancrage terrain, et un mélange d'entretiens répétés avec un noyau d'acteurs clés, des entretiens uniques avec un certain nombre de gens à un moment, beaucoup d'observations, d'ateliers, d'opérations de terrain, de pratiques, d'équipes de cartographie foncière sur le terrain. Et donc des enquêtes qui étaient à la fois sur le terrain pour comprendre des projets de terrain qui voulaient cartographier les droits, des enquêtes à Cotonou et quelques enquêtes plus limitées à Washington et Paris. Voilà, donc ceci était pour vous dire un petit peu d'où je parle, à partir de quelle expérience, et je vais essayer de partir de là aussi pour vous donner des exemples concrets. Mais ce qu'on voit déjà à travers ça, c'est que, vous voyez que j'ai détaillé un petit peu les principaux outils de recherche, et ce n'est pas les mêmes selon les sujets et selon le contexte des recherches. Et ça, c'est quelque chose d'effectivement important, parce qu'il y a des démarches générales, il y a un ensemble d'outils, mais la façon de les combiner, la façon de pousser l'un ou l'autre, ça dépend des questions de recherche que vous avez et du contexte de l'enquête. Si vous avez 3 mois ou si vous avez 2 ans, c'est pas pareil, évidemment. Et selon les questions de recherche que vous avez, la stratégie de recherche, la façon de choisir, de combiner les méthodes, qui est la plus pertinente pour votre objet, vont pas être les mêmes. Donc ça, on y reviendra, parce que j'insisterai beaucoup là-dessus, mais vous voyez, ce petit panorama vous montre déjà que, selon les cas, l'entretien unique, l'entretien répété, la place de l'observation, les lieux d'enquête, tout ça peuvent varier selon les questionnements et selon les objets de recherche. Ok ? Alors, n'hésitez pas, oui, si je vais trop vite, si je parle trop vite, si je vais trop vite sur certaines idées, vous n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions. L'intérêt, c'est d'avoir une démarche où on peut discuter, échanger aussi à partir de ce que je vous présente. Alors, maintenant, si on en vient effectivement aux recherches en sciences sociales, bon, j'ai pas fait une recherche exhaustive sur la façon de définir l'enquête en sciences sociales. Ce qui me semble, c'est qu'on peut dire de façon assez simple, c'est l'objectif, c'est de mettre à jour, de donner à voir et à comprendre de la façon la plus juste possible un morceau du monde social. Mettre à jour, ça veut dire que c'est pas immédiatement visible. Il y a des dimensions qui sont très visibles, d'autres qui le sont moins, et c'est pour ça qu'il faut de l'enquête et de la recherche. Mettre à jour, dévoiler des dimensions des rapports sociaux qui ne sont pas immédiatement connus et vus par tout le monde, sinon il n'y a pas besoin de recherche. Donc il y a une dimension de mettre à jour, et c'est là où tous les outils conceptuels et d'enquête sont complètement indispensables. Donner à voir et à comprendre. À voir, donc rendre visible ce qui est mis à jour, à comprendre,
ça veut dire aussi l'interpréter, l'analyser. Et donner à voir, c'est aussi donner à voir à d'autres gens. Donc ça veut dire que la recherche a aussi pour but d'être mise à disposition d'autres acteurs. Ces résultats, c'est les collègues, c'est les pairs, c'est ceux qui vous évaluent quand vous êtes étudiant, hein, le jury du mémoire, le jury de la thèse, c'est les autres collègues quand vous publiez un article scientifique et qui vont vous dire « Ah bah oui, ça c'est bien, ça c'est intéressant, ça c'est nouveau, ça vaut le coup d'être publié ». Mais c'est aussi, en sciences sociales, c'est aussi la société dans son ensemble qui est intéressée à mieux connaître effectivement comment, quelles sont les dynamiques sociales, quels sont les rapports sociaux. Et donc ça, dire donner à voir, ça pose la question de la restitution. Comment est-ce qu'on restitue ces travaux? Comment est-ce qu'on les rend disponibles pour d'autres? Et la restitution, c'est les formats, c'est l'écrit, ça peut être la vidéo, ça peut être l'interview, etc. Hein, ça peut être le mémoire de master, ça peut être un ouvrage, un article scientifique, ça peut être dans une contribution dans un journal quotidien. Il y a plein de formes. Hein, mais il ne peut pas y avoir de recherche si on garde ça pour soi. Enfin, s'il y a une recherche de terrain, mais ce n'est pas de la recherche en sciences sociales si on garde ça pour soi et si on ne le rend pas disponible pour d'autres. Si on ne le rend pas disponible pour le débat et la critique entre chercheurs, parce que c'est ça, on y reviendra là-dessus, c'est ça qui fait la validation de la recherche. C'est que vos enseignants, pour commencer, quand vous êtes étudiant, vos pairs ensuite, les autres chercheurs, effectivement, discutent, apprécient, discutent dans des séminaires, discutent dans des colloques, évaluent dans des articles, et disent « Ah ben ça, effectivement, c'est une recherche sérieuse, ça apporte des choses, et elle est publiée, elle est rendue disponible pour tout le monde. » Donc, donner à voir et à comprendre, c'est la dimension, effectivement, analytique, hein, comprendre, et la dimension aussi restitution. Rendre disponible pour d'autres. De la façon la plus juste possible. Ah oui, le but, c'est pas de faire de la spéculation ou de la philosophie, c'est d'être proche des réalités du monde social. Donc il y a une exigence de rigueur, de vérité. Alors la vérité, c'est compliqué, mais une exigence de fiabilité, hein, qui est évidemment importante, sinon là aussi, il n'y a pas de recherche. Si on est à faire de la spéculation ou à élaborer sur 3-4 idées prises à droite et à gauche, on n'est pas dans la recherche. On est dans la spéculation, on est dans l'essayisme, on est dans la philosophie. C'est très bien la philosophie, hein. Il n'y a absolument rien contre la philosophie, mais on n'est pas dans la recherche de sens social. Donc, il y a cette dimension d'exigence de rapport au réel, hein, de rigueur, de qualité, de démonstration, qui est là aussi une condition pour qu'on soit dans une logique de recherche en sciences sociales. Et puis un morceau, parce qu'on ne connaît jamais tout. Hein. Il y a une période où il y avait des grandes théories sociales qui se confrontaient. Aujourd'hui, les sociologues sont beaucoup plus modestes. Ils prétendent plus faire des grandes théories explicatives qui expliquent tout. Ils sont beaucoup plus à dire, on prend un morceau, et là on regarde vraiment ce qui se passe. Et la somme des travaux sur ces petits morceaux de réel permettent de mieux comprendre la société dans son ensemble. Bien. Donc ce morceau-là, qui est l'objet de l'enquête, ça pose la question de lequel, quel bout est-ce qu'on regarde, quel est donc en fait le sujet de la recherche, quel est l'objet, pourquoi est-ce qu'on le définit comme ça, et du coup sur quoi est-ce qu'on a des choses à dire, parce que sur ce petit ou grand morceau du monde social, là on a fait de l'enquête, de la recherche. Ok. Donc voilà, ça c'est la définition, vous voyez, très pragmatique, hein, pas intellectualisée que je vous propose, mais ces différents mots disent des choses sur qu'est-ce qu'est une recherche de sciences sociales et dans quelles conditions, effectivement, on est bien dans la recherche de sciences sociales visant à rendre compte du monde social
et quand est-ce qu'on est en dehors, dans autre chose, quoi. Qui peut encore une fois avoir toute sa légitimité, hein, mais qui n'est pas de la recherche de sens social ancrée sur le terrain. C'est clair ça? Ça vous va? Alors du coup, ça pose le problème du rapport entre justement la société, le monde social, et puis le savoir sociologique. Qu'est-ce qu'on en dit? C'est quoi les rapports entre les deux? Qu'est-ce que dit le savoir sociologique de la société? Quel morceau de la société il étudie, et il voit? Et puis, jusqu'où est-ce qu'il arrive justement à être un reflet suffisamment fidèle de cette société? Et puis, parce qu'on n'est pas dans des questionnements complètement généraux, dans une recherche donnée, sur un morceau de réel étudié, hein, que ce soit effectivement la politique de santé du Sénégal entre 1990 et 2010, que ça soit dans les mouvements sociaux et il y en a marre, que ça soit, quel que soit votre sujet, hein, entre ce morceau de réel que vous avez choisi d'étudier et puis ce que vous allez en dire dans le produit de votre recherche. Dans le produit de votre recherche, dans votre mémoire, dans votre article, peut-être dans votre ouvrage quand vous serez des chercheurs confirmés, pose la question effectivement de quel rapport il y a entre les deux, et est-ce que ce que vous présentez comme le résultat de votre recherche qu'est-ce que ça apporte comme intelligibilité, comme connaissance nouvelle, comme compréhension par rapport à l'objet que vous avez étudié. Et ça se fait pas automatiquement, hein, parce qu'encore une fois, le monde social n'est pas transparent complètement, et c'est là que se situe tout le travail de recherche, c'est entre les deux pour que justement il y ait une adéquation suffisante entre les deux. Parce que le réel, on ne le voit jamais en entier, on le voit que partiellement, on en voit des bouts et on a toujours des lunettes. Pas seulement des lunettes de vision, mais on a toujours des grilles de lecture. Ça, vous le savez effectivement, hein, on partage tous là à peu près la même vision de la pièce, mais on serait un chat qui n'a pas les mêmes rétines, on ne verrait pas la même chose. Il serait dans la même pièce, mais il ne verra pas la même chose. Vous prenez un chien qui entend les ultrasons, vous le mettez dans la rue, on n'entend pas la même chose. Parce qu'il y a des parties de monde que nous, on n'est pas capable d'entendre. Vous voyez? Eh bien, si on est à l'intérieur des êtres humains, du coup, c'est aussi un peu la même chose. Il y a des gens qui vont être sensibles à certaines choses et d'autres pas. Il y a des gens qui vont tout de suite se dire « Ah tiens, comment est-ce qu'ils sont habillés ces étudiants là que j'ai en face de moi ?» et qui vont essayer d'observer ça. Il y en a pour qui ça ne sera pas un sujet et que ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui connaissent très bien une situation parce qu'ils y ont vécu ou parce qu'ils y travaillent, d'autres qui le connaissent de loin. Vous voyez, donc on a tous plein de lunettes, conscientes ou inconscientes, qui filtrent un peu dans la réalité des choses qu'on voit ou auxquelles on fait attention, des choses qu'on voit mais on n'y fait pas attention parce que c'est comme ça, des choses qu'on ne voit même pas, qu'on ne pense même pas à regarder. On a quelquefois aussi des zooms. On regarde les choses globalement, où on était intéressé, ah bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé là entre un tel et un tel dans la discussion à tel moment. Vous voyez, on peut faire des zooms sur des trucs précis ou au contraire être large. Et tout ça, ça structure la façon qu'on a chacun d'entre nous de voir le monde. Et en tant que sociologue, on a aussi plein de lunettes. On a celles qu'on a en tant qu'individu, qui sont liées à notre histoire, notre position sociale, notre socialisation, etc. Et puis, ces lunettes-là, c'est peut-être un outil, mais ça peut être un risque aussi, quoi. Parce que justement, sans qu'on s'en rende compte, ça formate notre façon de lire le réel, quoi. Et donc, je reviendrai là-dessus, mais toute la question des démarches et des méthodes, c'est entre les deux, là. Hein, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que, justement, le produit de la recherche
du mémoire de master, de l'article, du livre, encore une fois, soit effectivement, puisse être considéré comme étant répondant à cette exigence de la recherche en sciences sociales. Alors, j'aime bien la citation de Serge Pogam, qui a fait un livre qui s'appelle L'enquête sociologique. Il dit vraiment dès son intro, il ne peut pas y avoir de savoir sociologique indépendamment des techniques mises en œuvre pour y accéder. Autrement dit, le sociologue ne se contente pas d'avoir des idées sur la société, sinon effectivement on est dans l'essayisme, on est dans la philosophie, on est dans la position politique. Il réalise des enquêtes, il entend mettre les théories générales à l'épreuve de la réalité empirique qu'il observe et qu'il interprète. L'idée de mettre à l'épreuve. On n'est pas seulement à prendre pour plaquer, on est à s'interroger sur le rapport entre les deux. Est-ce que la connaissance disponible, elle permet de bien comprendre ce que j'étudie? Ou est-ce qu'il y a des trucs qu'ils n'ont pas vus? Il y a des choses qui ne fonctionnent pas? Et c'est ça ce qu'on appelle mettre à l'épreuve. C'est de discuter le lien entre ce qu'on observe par l'enquête et ce qu'on a trouvé dans la littérature, ce qu'on a trouvé dans ce qu'ont dit, écrit les gens qui ont déjà travaillé sur ce type de sujet. Mettre à l'épreuve de la réalité empirique, qu'il observe et qu'il interprète, on retrouve le voir et comprendre. Donc ces conclusions résultent d'un processus maîtrisé d'administration de la preuve, et c'est bien tout l'enjeu, ce processus maîtrisé, c'est justement toute la démarche de recherche que l'on doit construire, mettre en œuvre pour arriver à justement des démonstrations et des résultats qui soient solides. Alors maîtriser, ça ne veut pas forcément dire contrôler complètement. Les trajectoires de recherche, elles sont souvent un peu sinueuses. C'est pas un long fleuve tranquille. Mais en tout cas, un processus maîtrisé, c'est-à-dire que l'on a choisi, décidé, qu'on adapte quand il faut, évidemment, mais un processus contrôlé, en tout cas, de recherche. Ok ? C'est clair, ça ? Alors, dans les différents manuels de méthodo, vous pouvez trouver des schémas qui essaient de vous expliquer un petit peu la démarche. Moi, celui que je vous propose et que je vais faire reproduire tout à l'heure, que vous ayez sous les yeux, c'est ce qui essaye de s'interroger justement entre les deux là. Vous voyez, entre le morceau de réel étudié et le produit de la recherche. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Eh bien, vous allez passer par... vous avez une problématique et des questions de recherche qui vous permettent de savoir quelles questions vous posez à votre sujet. Cette problématique, elle va vous permettre de définir des catégories d'analyse, éventuellement des schémas analytiques, des cadres théoriques. Elle va vous permettre de définir des méthodes d'enquête. Qualitatif, quantitatif, entretien, questionnaire, questionnaire large, questionnaire restreint, études de cas, plusieurs études de cas, etc., etc. À partir de là, vous allez mettre en œuvre votre enquête. Donc, vous allez produire des données. Alors, les données, c'est quoi les données? Donnez-moi des exemples de données issues d'une démarche de recherche. Les entretiens transcrits. Les entretiens transcrits, ouais. Réponse au questionnaire. Les vidéos en rapport avec notre recherche. Ouais. Effectivement, vous pouvez enregistrer des entretiens, mais vous pouvez aussi les filmer. C'est un peu le propice en plus, quoi. Oui. C'est ça, c'est tout ce qu'effectivement qui est le résultat de votre enquête. Donc ça, vous avez dit les choses les plus classiques et fondamentales. Résultats de questionnaire, transcription d'entretien, mais vous pouvez avoir aussi des observations.
Vous avez noté telle réunion au ministère de l'Éducation nationale, vous avez suivi toutes les discussions, qui a dit quoi, comment les gens étaient positionnés autour de la table. Donc ça aussi, c'est des données. Hein, ça peut être les comptes financiers de l'association de l'ASUFOR, de l'association de gestion des forages. La qualité de l'air. Ça peut être des données effectivement qui ne sont pas des données sociologiques, mais qui sont utiles pour votre recherche. C'est effectivement tout ce que vous avez et qui sont des bouts de reflets du réel. Alors il y a une discussion, est-ce qu'on récolte des données ou est-ce qu'on produit des données? Qu'on les Les deux, pourquoi? Vous parlez-y. Ah, du coup, quelle différence vous faites? Ouais. Est-ce que le résultat final va être une production c'est pas si on fait par rapport au ministère de l'Éducation, on peut observer que peut-être que les objectifs. Et là, vous êtes déjà dans l'analyse, quand vous dites ça. La récolte pour moi, c'est aller faire des entretiens, aller voir des personnes, discuter avec, observer et produire des vidéos. Ça, c'est récolter et produire. Après, c'est écrire, transcrire, mettre sur papier des documents et autres. Voilà, la différence entre récolte et production. Ok. En socioanthropologie, on considère qu'on produit les données. Récolter, c'est l'idée qu'elles sont déjà là. Vous êtes sur votre barque avec votre filet, vous jetez le filet, vous ramassez les poissons qui sont déjà là. Ça, c'est de la récolte. Mais en fait, quand on fait une enquête, c'est pas seulement ça. L'entretien transcrit, il n'existe pas avant. C'est le résultat de la discussion que vous avez eue avec Monsieur X ou Madame Y dans un contexte donné. Et l'entretien avec le même Monsieur X un mois avant ou un mois après, peut-être qu'il vous aurait pas dit tout à fait la même chose. Si c'était vous et pas vous qui avez fait l'entretien avec Monsieur X, peut-être vous n'auriez pas mené l'entretien de la même façon et vous n'auriez pas eu les mêmes choses. Vous voyez Monsieur X dans son bureau, position officielle, ou vous le voyez à l'extérieur dans un restaurant où il a accepté de vous voir de façon informelle, il ne vous dira pas forcément la même chose. Vous voyez, parce que le contexte même de l'enquête, le contexte d'interaction qui est créé n'est pas le même. Et ça montre bien que pour moi, effectivement, on ne peut pas considérer que c'est bien l'entretien et sa transcription qui est la donnée, mais justement, c'est pas de donnée. C'est pas quelque chose qui préexiste. Vous lancez pas le filet pour récupérer l'entretien transcrit quelque part. L'entretien, ce qu'il y a dans tel entretien avec Monsieur X ou Madame Y, c'est le produit de l'interaction que vous avez eue avec lui ou elle. Et donc, il ne préexiste pas. Est-ce que finalement, quand on parle de production et de récolte de données, vous n'entrez pas la question de l'implication du chercheur dans ce qu'il produit? Oui. Donc, parce que l'idée, quand on parle de produire, c'est l'enquêteur qui est en amont et en aval de la production. Et lorsqu'on va par exemple interroger une personne, si les conditions de la récolte peuvent influencer la nature des données, et c'est toujours éthique, c'est la personne qui donne. Donc on va vers la personne, qui demande des informations, elle donne des informations. Maintenant, les conditions effectivement peuvent influer sur la nature des données. Mais est-ce qu'on peut toujours parler de production puisque le chercheur ne fait que prendre, même s'il n'est pas le maître pour l'environnement? Il ne fait pas que prendre. Parce que selon les questions que vous posez et la façon dont vous les posez, il va pas se passer la même chose.
Il constitue des conditions permettant à des gens d'exprimer des choses. Mais les conditions, elles sont en partie créées par l'enquêteur. Vous avez demandé à le voir à son bureau ou en dehors. Ça, il a accepté ou il n'a pas accepté. Vous enregistrez ou vous n'enregistrez pas. Vous entrez de telle façon ou telle autre. Vous posez telle question ou telle autre. Vous le laissez suivre sa pensée ou vous le posez des questions précises. Tout ça, ça va influencer sur le contenu de l'entretien et donc sur le matériau que vous allez avoir. Si vous êtes en observation, vous êtes 2 ou 3 à dire vous observez le même atelier national sur la politique de l'éducation, vous n'allez pas forcément voir tout à fait les mêmes choses. Vous n'allez pas noter les mêmes choses. Pas exactement. Donc les données que vous allez avoir à la fin ne sont pas exactement les mêmes, effectivement. Donc, dans l'entretien, vous allez capter des bouts de réalité qui vont se retrouver transcrites. Dans l'observation, vous allez capter des bouts de réalité que vous allez noter. Mais ce qui vous sert de données, c'est effectivement, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est dans l'entretien enregistré, dans la bande vidéo, dans l'audio ou dans la transcription. C'est ce qu'il y a dans la vidéo que vous avez filmée. C'est ça les données. Et c'est ça que vous allez pouvoir réutiliser ensuite. Quand 2 mois, 3 mois ou 3 ans après, dans le cadre d'une thèse, vous allez reprendre tout votre matériau pour pouvoir analyser. C'est pas tant ce que Monsieur X a dans la tête, que ce que Monsieur X vous a dit tel jour, que vous allez pouvoir retravailler et étudier. Donc la donnée, c'est bien ce qu'il y a dans l'entretien transcrit, ou ce qu'il y a dans vos notes, ou ce qu'il y a dans l'audio, le fichier audio que vous pouvez réécouter. De ce qui s'est passé pendant l'atelier, vous pouvez en avoir une mémoire, mais 3 ans après, 2 ans après, la mémoire, il faut s'en méfier. Ce qui va rester vraiment, c'est les notes que vous avez prises à ce moment-là. Donc ce qui sera du matériau, ce qui sera dans ce corpus de données, c'est les notes que vous avez prises. Donc finalement, la production de données, elle commence avant même l'entretien ou... En tout cas, elle dépend de tout ça. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça qu'effectivement, je pense que le terme récolte est un petit peu trompeur. Il est très utilisé, hein. Mais il est un peu trompeur parce qu'il présuppose que les données sont là préexistantes et qu'il suffit d'aller les ramasser, quoi. Comme des poissons dans la mer ou des mangues dans un verger, quoi. Ouais. S'il s'agit de détails référents sociaux, s'il s'agit de données quantitatives, par exemple, là, on peut bien parler de récolte, vu que c'est pas nous qui produisons tout encore plus, mais qu'on donne là de données. C'est vrai que là, il y a une forte différence, et puis vous l'avez mentionné. Dans les démarches qualitatives, le chercheur est directement impliqué dans la production des données. Il est moins directement impliqué dans les questionnaires. Mais est-ce qu'il n'est pas impliqué quand même dans le questionnaire? Il définit les questions. Donc en définissant les questions, il dit « ça c'est dans ce que je vais essayer de voir, de capter, ça c'est pas dedans ». Il va définir les catégories qui vont faire sens ou qui ne vont pas faire sens. Donc il met des filtres là, où il choisit le filet pour continuer sur la pêche. Vous prenez des grosses mailles, vous prenez des petites mailles, vous n'allez pas effectivement pêcher la même chose. Donc il est aussi, quelque part, ça donne une impression effectivement d'objectivité plus grande, de questionnaire. Donc ce qu'on dit, c'est le même pour tout le monde, et puis c'est prédéfini. Mais les chiffres que vous allez sortir à la fin, là, ils passent par le filtre des questions que vous avez, des questions que vous vous êtes posées, de ce que vous avez intégré dans le questionnaire, et de la façon dont vous avez construit vos questions. Donc là aussi, le chercheur, il est impliqué. Et ce qui sort à la fin, les tableaux de chiffres, ils ne sont pas plus neutres
que la transcription d'entretien. Ou en tout cas, on ne peut pas considérer que là, c'est des choses effectivement qui sont totalement indépendantes du chercheur et de ses choix. Si vous travaillez sur des statistiques existantes, vous êtes prisonnier de ceux qui ont fait les questionnaires, donc de la façon dont l'ANDS, c'est ça, hein, la NSD, pardon, statistique, enfin l'Agence nationale des statistiques, des questions qu'ils posent, des questions qui ne se posent pas, et de la façon dont ils les posent. Si ce n'est pas les questions qui vous intéressent, vous êtes coincé. Si vous considérez, vous, qu'ils les ont mal posées, vous êtes coincé par le matériau qu'ils ont. Donc les filtres qu'ils ont mis dans la construction du questionnaire, ça ajoute énormément dans le type de données que vous allez récolter à la fin. Vous voyez? Donc en fait, il n'y a pas une différence si forte que ça fondamentalement. C'est moins apparent parce que normalement, effectivement, une fois que le questionnaire est fait, c'est censé être plus systématique et moins lié à l'enquêteur. Ça, là-dessus, vous avez raison. Mais en amont, dans la façon de construire le questionnaire, dans la façon de poser les questions, là, vous allez, le chercheur joue un rôle énorme. Et donc joue un rôle énorme dans ce qui sort à la fin. Vous voyez? Donc c'est pas une différence de nature pour moi. Et pour moi, les questionnaires aussi, c'est des données qui sont produites pour ces raisons-là. Et puis après ça, même... Je termine juste là-dessus. L'enquêteur, soit c'est vous qui passez les questionnaires, et puis si vous sous-traitez à des enquêteurs, ils font plus ou moins bien le boulot, ils comprennent plus ou moins bien l'enjeu, ils sont ou pas capables de traduire en Wolof ou en Poulard le questionnaire que vous avez fait en français parce que vous couvrez une zone très large, et donc là aussi, il peut y avoir aussi des biais. Et la façon même dont est passé le questionnaire a des conséquences sur les données qu'il y a à la fin. Vous voyez ? Ça, je pense que c'est important d'en être conscient, parce que justement, ça fait partie des pièges quelquefois. Et ceux qui travaillent en démarche quantitative, souvent, n'ont pas forcément toujours la vigilance sur les implications de tout ce qui se passe en amont. Justement des choix des catégories, du choix des questions et l'implication que ça a. Donc, oui, pardon. Par rapport à la production, par exemple, actuellement avec le développement des technologies de l'information, de la communication, le chercheur, par exemple, quand l'enquête n'est pas disponible, donc il peut envoyer le questionnaire à la personne concernée. Cette dernière essayant de répondre à l'absence de l'enquêteur même. Est-ce que dans ce cas, on peut dire que c'est une production? Parce qu'il n'y a pas une interaction entre l'enquêteur et l'enquêteur. Oui. Mais après ça, ça ne résout pas le problème de la construction du questionnaire en amont. Et puis après ça, vous faites ce type d'outil, des gens vont être très à l'aise, et des gens moins à l'aise avec l'informatique vont pas l'être. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont se retrouver déstabilisés, pas à l'aise, qui vont dire je sais pas, je réponds à côté, ou au petit bonheur la chance, et ça aussi, ça va aussi avoir des impacts. Vous voyez, donc ça ne sera pas les mêmes, éventuellement, mais je ne suis pas sûr qu'un questionnaire envoyé par mail ou fait sur, comment ça s'appelle, même Google fait on peut faire des questionnaires en ligne, je ne suis pas sûr que ça résolve totalement la question. En tout cas, vous voyez bien que là, effectivement, ce corpus de données, il est essentiel parce que c'est ça qui est l'intermédiaire entre ce que vous étudiez et ce que vous allez ensuite restituer. Parce que le matériau que vous allez pouvoir retravailler ensuite, au moment de l'analyse, au moment de l'écriture, c'est pas le réel que vous n'abordez jamais, vous n'appréhendez jamais complètement directement, c'est avant tout ce qui est intégré dans votre corpus.
effectivement, donc c'est les données météorologiques ou sanitaires si c'est important pour vous, c'est les transcriptions d'entretien, c'est les comptes rendus d'observation, c'est les tableaux de dépouillement des questionnaires, c'est les statistiques existantes, c'est les rapports ou la littérature grise que vous avez mobilisée, mais c'est tout ce qui est quelque part stocké, mis à plat, et qu'ensuite sur lequel vous pouvez revenir, sur lequel vous pouvez vous appuyer pour ne pas être sur la mémoire de ce qui s'était passé il y a 3 ans, parce que ça, c'est pas fiable. C'est ce qui est écrit, stocké quelque part. C'est écrit si vous avez transcrit, c'est un fichier audio, c'est une vidéo, c'est des photos, c'est plein de choses, mais en tout cas, il faut que ça soit là et que vous puissiez revenir, réécouter, relire, pour voir si votre analyse fonctionne, qu'est-ce qui s'est passé, et vraiment faire le travail d'analyse. Ouais. J'aimerais savoir s'il n'y a qu'à l'issue de l'entretien ou bien de l'enquête qu'on parle de données. Est-ce que la recherche documentaire, par exemple, on est dans une bibliothèque et on prend des notes sur des articles, des ouvrages, peut également considérer cela comme des données. Les données à ce moment-là, ça sera les notes de lecture que vous avez faites, ça sera les extraits que vous avez recopiés, ça sera tout ça aussi. Parce que de la même façon, quand vous serez en moment de l'analyse, vous n'allez pas retourner dans le bouquin, dans la bibliothèque, sinon vous refaites 2 fois le boulot, vous allez vous appuyer sur les notes que vous avez prises. Donc ce qui fait partie des données, là, c'est votre fiche ou votre note de lecture, votre résumé, c'est ce que vous avez, ou les 4 pages que vous avez photocopiées. Vous voyez, c'est bien ce que vous avez choisi de prendre dans le document qui est la donnée. C'est pas le document ensemble, parce que si vous êtes passé à côté d'un truc très très important, page 27, eh ben c'est perdu. Quand vous serez dans l'analyse, vous aurez ce que vous avez sous la main, donc vous aurez les notes que vous avez prises, les pages que vous avez photocopiées, les citations que vous avez recopiées. Le reste, c'est resté dans la bibliothèque. Et de la même façon que les questions que vous n'avez pas posées, les choses que vous n'avez pas mis dans le questionnaire, les questions que vous n'avez pas posées lors des entretiens, eh ben, ça reste quelque part dans le réel, mais ce n'est pas dans vos données. Et donc, vous ne pourrez pas le travailler et l'analyser. Ouais. Donc, en fait, d'après ma compréhension, vous pourrez associer une donnée à un produit. Il y a un processus de manufacturation. C'est-à-dire, si vous prenez les données statistiques quelque part, il faut considérer que c'est un produit. Comme dans la cuisine, c'est un ingrédient. Ouais. Ce produit-là, comment dirais-je, a aussi suivi un processus qui a fait que c'est devenu une donnée. Ouais. Voilà, donc, vous devez, même si vous basez votre recherche sur des études qui ont déjà été faites, c'est comme des ingrédients que vous collectez pour avoir le produit. Ce produit-là, c'est la donnée. Oui, un petit peu ça. Vous connaissez la distinction entre données primaires et secondaires. Les données primaires, c'est celles que vous produisez vous-même, donc par vos questionnaires, vos entretiens, vos observations. Et les données secondaires, c'est celles qui ont été produites par d'autres et que vous utilisez. Donc effectivement, les statistiques de l'ANSD, l'étude de Monsieur X, l'article publié par le professeur machin, l'article de journal qui va vous parler de tel conflit foncier à tel endroit, tout ça, c'est des données secondaires. Donc effectivement, il y a le même travail de lesquelles vous prenez, lesquelles vous ne prenez pas. Et puis effectivement, à quel moment ça devient pour vous des données? Et puis, qu'est-ce que ça vaut? En quoi c'est utile pour vous? Est-ce que ça correspond suffisamment à vos questionnements pour que vous puissiez prendre de résultats? Donc là, c'est ce qu'on appelle la critique des sources. Hein, vous avez des statistiques là sous la main. Est-ce qu'elles sont pertinentes? Est-ce qu'elles collent bien? Est-ce que vous pouvez utiliser les chiffres? Il y a un tel qui a fait une étude sur un sujet proche. Est-ce qu'il l'a fait de façon sérieuse? Est-ce que ça vous convainc? Et est-ce que vous dites, bah oui, ces résultats, je les reprends à mon compte? Donc là aussi, il y a quand même les statistiques préexistantes, elles sont produites par d'autres, avec éventuellement les mêmes questions sur les questions qui sont posées, les questions qui ne sont pas posées. Et puis il y a, est-ce que c'est des données pour vous? Donc est-ce que par rapport à votre questionnement, vous choisissez de les prendre? Et là, il y a un processus de sélection, vous n'allez pas prendre toutes les statistiques,
vous n'allez pas faire tous les calculs entre les données X et les données Y. Vous n'allez pas prendre tout du rapport d'étude, vous allez prendre quelques bouts. Donc vous allez aussi sélectionner dans ce réel-là qui est les statistiques existantes, les études déjà faites, vous allez sélectionner des bouts qui vous intéressent, qui vous paraissent pertinents. Donc la donnée, elle existe, elle a été produite par d'autres, mais ce qui sera dans votre corpus, c'est ce que vous avez choisi de prendre dedans. Donc il y a aussi de la production, au sens où vos choix, ils jouent dans ce qu'il va y avoir là, dans le corpus de données. Ok? Donc, vous avez parlé effectivement de récolter des données, Est-ce que dans un système de sources, parce que tout cela là aussi partie d'une source, la fiabilité des sources, donc c'est récent, bien ancienne, bien les données sont en fonction également des sources. C'est très important dans la collecte des données, dans la récolte des données, de savoir les sources. Donc déjà, la méthodologie nous renvoie à cela. Et où aller chercher les sources et quelles sont les bonnes sources, quelles sont les sources pertinentes par rapport à cela. Donc pour moi, vraiment, les sources, les données et la production, ils doivent avoir une certaine cohérence, n'est-ce pas, pour répondre vraiment à un produit de recherche de qualité. C'est une asymétrie. Oui, tout à fait. Il y a effectivement des sources qui existent et que vous allez utiliser, mais il faut avoir la vigilance critique de savoir est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est pas obsolète, est-ce que c'est de qualité, est-ce que ça correspond à mes questionnements. Et vous avez des sources, enfin des données que vous avez produites vous-même quand il y a une enquête de terrain. Et là aussi, vous allez vous poser la question de la pertinence et de la fiabilité. Dans le questionnaire que vous avez passé, est-ce que tout est utilisable? Et quelquefois, vous apercevez qu'il y a des trucs qui étaient mal posés, donc vous ne pouvez rien faire. Est-ce que cet entretien, je peux le considérer comme sérieux? Ou est-ce qu'en relisant, vraiment, le gars, il m'a mené en bateau, il m'a tenu le discours institutionnel et il m'a raconté des salades? Donc, on le met de côté. Donc, ensuite, dans l'utilisation du corpus, dans l'utilisation que vous allez en faire, la vigilance sur la qualité des données, elle doit s'exercer sur tout. Elle doit s'exercer autant sur les données secondaires que vous avez choisies, que sur les données primaires que vous avez produites. Parce que justement, dans ce corpus des données, tout ne se vaut pas. Il y a des choses qui vont être extrêmement fondamentales, extrêmement solides, d'autres qui vont être un peu plus façon, et peut-être que vous avez, si c'est de qualitatif, sur les déterminants de la politique d'éducation, vous allez avoir 5 personnes qui vous ont tenu un discours complètement langue de bois, complètement institutionnel, qui ne vous disent rien du tout, qui vous ont parlé pendant 2 heures pour ne rien dire. Et ça, en relisant, on va dire, bon, je le mets de côté, et vous avez une personne qui vous a dit des choses fondamentales. Hein? Mais ce qui est important, c'est que le corpus de données, là, il est vraiment entre les deux, et que, à la fois, la mise en œuvre de l'enquête vous permet de produire ce corpus, donc de sortir des morceaux de réel, et que ensuite, quand vous êtes à la phase de l'analyse, de l'écriture, eh ben c'est plus directement l'objet d'étude que vous avez. Vous êtes en face de vos notes, vos enregistrements, votre revue de presse, et c'est à partir de là que vous travaillez. Alors bien sûr, la mémoire que vous avez de ce qui s'est passé va vous aider. La compréhension globale que vous avez constituée va vous aider. Mais ce qui est vraiment du matériau sur lequel vous pouvez vous appuyer pour l'analyse, c'est ce qu'il y a dans le corpus de données. Et donc c'est vraiment fondamental parce que c'est ça l'étape intermédiaire entre ce morceau du monde social que vous analysez
et l'analyse que vous allez produire à la fin, eh ben, vous allez vous appuyer sur ce corpus de données. Et quand vous êtes, encore une fois, quand vous êtes, même si en démarche socio-anthropologique, on essaye de ne pas séparer complètement, hein, on fait des entretiens, on réfléchit, ça ouvre des nouvelles questions, on va retourner voir des personnes, mais il y a bien un moment où on arrête l'enquête, on arrête le terrain pour analyser et rédiger. Et là, du coup, vous allez travailler sur ce corpus. Et si vous êtes sur du questionnaire, c'est encore plus fort parce que ce que vous n'avez pas mis dans le questionnaire, vous ne le verrez pas. Si vous êtes passé à côté de choses essentielles dans la façon dont vous avez construit votre questionnaire, eh ben vous êtes coincé parce que vous ne pourrez travailler que sur les données qui sont dans votre base de données, et donc à partir de ce que vous avez décidé au début de mettre dans votre questionnaire. Et si vous l'avez mal conçu, si vous n'aviez pas une connaissance suffisante pour poser les bonnes questions, alors vous êtes piégé. Mais dans tous les cas, quand on passe au moment de l'analyse, de l'interprétation de l'écriture, on s'appuie sur le corpus. Vous voyez? Donc, comment est-ce qu'on construit ce corpus? À partir de quelle source, de quelle méthode, avec quels outils, avec quelle rigueur? C'est fondamental parce que c'est à partir de là que vous allez faire votre analyse. Et donc, s'il y a des biais, s'il est incomplet, si ce n'est pas les bons morceaux de réel que vous avez produits par votre enquête, et bien du coup, la capacité de votre produit de recherche, de votre mémoire, de votre article, à refléter suffisamment bien le morceau de réel étudié, ben là, il y aura un problème. Ok. Et là, ça envoie à ce qu'on appelle la double adéquation. C'est Olivier de Sardan en particulier qui a travaillé là-dessus. Il y a une première adéquation pour qu'il y ait ce lien suffisant entre le produit de la recherche et l'objet d'étude. Il faut d'une part qu'il y ait une adéquation entre les données que vous avez produites et le réel. Donc que toute la démarche d'enquête là fasse que votre corpus soit suffisamment fiable et cohérent. Et d'autre part que l'analyse que vous faites, donc l'interprétation que vous donnez à la fin, soit suffisamment en adéquation avec ce que vous disent vos données. Et que l'interprétation soit correcte par rapport aux données que vous avez. Et c'est seulement si vous avez cette double adéquation qu'à la fin, le résultat de votre recherche est solide. Si vous avez un corpus de données cohérent avec la réalité, et si votre analyse de vos données est effectivement fiable, et que vous n'avez pas de la surinterprétation, ou il y a des biais possibles au niveau de l'analyse. Est-ce que vous allez revenir sur l'interprétation? Voilà. Alors, si on remonte un tout petit peu en amont, vous savez que ce qu'on appelle, le vocabulaire peut varier, ce qu'on appelle l'objet de recherche, c'est le sujet que vous allez regarder, mais c'est aussi les questions que vous posez. Donc l'objet de recherche, c'est la problématique et le morceau de réel. Si vous dites que vous étudiez la politique de santé, il y a plein de façons d'étudier, il y a plein de questions possibles, il y a plein d'objets de recherche possibles sur la politique de santé. Vous pouvez analyser tel changement, la réforme de 2012. Vous pouvez analyser le dispositif institutionnel de mise en œuvre, donc le ministère, l'organisation de la santé, les centres de santé, etc. Vous pouvez vous intéresser au rôle de l'aide internationale dans la politique de santé. Il y a plein. Politique de santé, c'est pas un sujet de recherche. C'est seulement la question que vous posez. C'est la politique de santé et telle question qui fait un objet de recherche. Donc ça en viendra quand on discutera la problématique après-demain. Et puis en amont de la problématique, en amont du choix des catégories, vous avez quelque part ce qu'on appelle l'état de l'art, l'état des savoirs,
qui vous permet de construire votre problématique, parce que vous n'allez pas sortir ça de votre chapeau. Hein, il y a des tas de gens qui ont travaillé sur les politiques publiques, il y a des tas de gens qui ont travaillé sur la santé, et c'est bien en s'appuyant sur ce qu'ont fait les autres avant que vous pouvez ne pas réinventer la roue, donc partir de ce qui existe et poser des questions qui font sens. Donc si il vous dit je vais m'intéresser à, je sais pas moi, si vous dites je m'intéresse à la réforme de 2016, je ne sais pas s'il y en a eu, hein. Si vous dites je m'intéresse à la réforme de 2016 et aux déterminants de cette réforme-là, si vous ne lisez rien sur les théories du changement dans les politiques publiques, vous avez de fortes chances de vous poser des questions banales. Si vous n'avez pas lu toute l'histoire des politiques de santé et savoir comment on en est arrivé là avant la réforme, et du coup, vous allez poser des questions banales ou à côté de la plaque sur les critiques qu'il y avait, les gens pas contents, et les critiques et les acteurs qui ont poussé à du changement. Donc, on y reviendra aussi après, mais en amont même de la définition de la problématique, il y a la question effectivement de l'état des savoirs qui va influencer les questions que vous allez vous poser, votre problématique, vos questions de recherche, mais qui va influencer aussi les catégories d'analyse que vous allez mobiliser. Et puis cet état des savoirs, évidemment, vous allez l'utiliser au moment de l'analyse aussi. C'est pour ça qu'il influe en amont de la démarche de recherche, mais il joue aussi dans l'analyse. C'est pour ça que j'ai mis cette flèche-là.